Salut Sylvain. Salut Mathieu. Bon Sylvain, est-ce qu'il est trop tard pour démarrer une chaîne YouTube? Ouais, je te pose la question de but en blanc. Je vais pas faire la blague du « Oh oui, il est trop tard, salut, c'est fini ». Bon, du coup, je l'ai faite. Mais il est jamais trop tard, évidemment, pour démarrer sur YouTube. Surtout, je vais commencer tout de suite par donner un truc, mais quand on regarde le YouTube anglophone, il est tellement plus saturé que le YouTube francophone. Ça nous fait dire qu'il reste énormément de place à prendre. En réalité, on a toujours quelques années de retard et eux, ils continuent de se développer aux États-Unis. Donc, en fait, il est clairement pas trop tard. Mais on va creuser un peu plus la question. Toi, tu en penses quoi, Mathieu, de cette question-là? Alors, je trouve qu'il manque encore tellement de créateurs dans tellement de domaines que j'ai du mal à comprendre cette question. En fait, déjà, j'ai du mal à comprendre comment un créateur de contenu, comment une entreprise, comment un entrepreneur, peu importe, comment une personne peut se poser cette question. Est-ce qu'il est trop tard? Mais en fait, il est jamais trop tard. Si, je comprends. Il y a un côté qu'on peut pas négliger, qui est le fait que l'ancienneté paye sur YouTube. Et donc, des personnes qui ont commencé il y a 5 ans vont forcément avoir un avantage par rapport à vous qui allez commencer aujourd'hui. La plupart du temps, c'est... en fait, on va décrypter le truc quand même, parce que certains ont un avantage, mais il y a aussi plein de personnes qui ont démarré il y a 5 ans et que vous ne voyez plus aujourd'hui, et donc on les oublie un petit peu, ceux-là, ou d'autres qui sont rentrés dans une routine, qui n'ont pas su évoluer, et vous, en commençant 5 ans après, vous allez avoir des vidéos plus modernes, mieux travaillées, etc., et vous allez rapidement les dépasser. Donc voilà, il y a tout un tas de choses. Le problème souvent de YouTube, c'est qu'on voit que ce qui dépasse, et on a tendance à ne voir que le meilleur du meilleur, et à se dire « Oh, je serai jamais au niveau, jamais je pourrais réussir à faire des choses comme ça », alors qu'en fait, on oublie qu'il y a énormément de belles choses qui se passent à un degré en dessous sur des petites chaînes YouTube ou des chaînes qui se développent. Alors, moi, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire au départ. L'ancienneté est un avantage, oui, mais je trouve que l'ancienneté est aussi un inconvénient. Tu as déjà donné quelques pistes. Le fait que certains créateurs sont installés dans une routine, n'évoluent plus, ont toujours plus ou moins les mêmes formats, mais il y en a qui s'arrêtent, hein. Comme tu le dis, il y en a qui étaient là il y a 5 ans, il y en a même qui étaient là il y a 2 ans qu'on ne voit plus. Et c'est surtout que pour moi, en tout cas, je pense qu'on aime tous voir plusieurs créateurs, plusieurs chaînes YouTube sur le même domaine. En tout cas, de mon point de vue, je pense qu'il est même préférable quand on a une passion, quand on a un hobby ou quand on va apprendre des choses, de multiplier ses sources pour avoir le plus de contenu possible. Donc, encore une fois, ça peut être un inconvénient d'être là depuis longtemps parce que tu peux un peu aussi fatiguer ton audience qui en a marre de te voir. Et donc, un nouveau créateur, une nouvelle chaîne peut se faire vite remarquer si elle fait du bon contenu. Et pour moi, c'est aussi un des avantages de se lancer maintenant, c'est qu'il y a, on va dire, tellement de choses, on a appris tellement de choses sur YouTube qu'on démarre plus de la même façon. Je prends ton exemple. Toi, tu as commencé il y a quand même pas mal d'années et tu es le premier à dire que c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui de commencer une chaîne YouTube avec un bon contenu plutôt que de le faire il y a 10 ans. Oui, carrément. Déjà sur la partie technique, c'était beaucoup plus complexe à l'époque. Aujourd'hui, on a ça dans notre poche. Pour ceux qui voient la version vidéo, on a un smartphone dans la poche qui permet de filmer, qui permet de capter un son tout à fait correct, qui permet même de faire du montage vidéo. On peut tout faire sur un smartphone directement. C'est devenu hyper simple. Et donc ce frein technique, déjà, on l'a plus. Il y a cette histoire de routine effectivement qui est intéressant. J'aime bien comparer avec des séries télé, même les meilleures séries télé, enfin si on parle de notre génération, Friends et compagnie. Friends, c'était la série la plus successful de tous les temps ou presque. Ça s'est quand même arrêté au bout de 10 ou 11 saisons. Ça faisait encore des millions de vues par épisode. Ça s'est arrêté parce qu'il y a une fatigue de l'audience au bout d'un moment. Et donc dites-vous bien que sur des grosses chaînes de votre thématique qui peuvent éventuellement vous impressionner, il y a aussi toute une partie d'audience qui s'est fatiguée, qui a eu envie de voir d'autres choses. Et cette autre chose, ça peut être vous, ce contenu un peu plus frais, un peu plus différent. Voilà. Moi, je voudrais te poser une question, Mathieu, parce que c'est une question qu'on se pose quand on démarre une chaîne YouTube, quand on arrive entre guillemets un peu après les autres. Est-ce que ça peut être intéressant de traiter des sujets qui ont déjà été traités par d'autres youtubeurs, ou est-ce qu'on se dit « Ah ben non, ce gros youtubeur a déjà fait ça, du coup je vais pas refaire le même sujet ». Je pense qu'il faut traiter des sujets qui ont... Enfin, oui, il faut le traiter, des sujets qui ont été peut-être faits déjà des dizaines, des milliers de fois. C'est ce que je dis souvent à ceux que j'accompagne, on n'est pas là pour réinventer la roue. Aujourd'hui, c'est dur de créer de nouvelles choses. On s'inspire toujours à un moment ou à un autre d'une idée, de quelque chose qui a déjà été fait. Par contre, ce qui est unique,
c'est la façon dont vous allez traiter ce sujet. Alors on est d'accord que si c'est pour faire un copier-coller de ce qu'a fait le plus gros youtubeur dans votre domaine, ça ne sert à rien. Dites-le à votre, avec vos mots, avec votre personnalité, avec peut-être un angle différent, mais oui, traitez des mêmes sujets. Et on le voit, enfin, je prends un exemple très simple. Pour moi, YouTube n'a rien inventé. Avant, il y avait la télé. Et pourtant, quand on regarde la télé, il y a combien de chaînes d'infos différentes ? Il y en a 5, 6, 7, beaucoup trop. Elles traitent exactement du même sujet. Hein. Ouais. On va pas faire des sujets d'actualité aujourd'hui, mais elles traitent exactement le même sujet. Pourquoi il y a autant de chaînes ? Parce qu'elles le traitent peut-être d'une manière différente, parce que les présentateurs sont différents, parce que voilà, les intervenants sont différents, mais il y a une audience pour chaque chaîne. Alors peut-être qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, mais elles ont toute une part du gâteau. Donc pour moi, il n'y a aucun problème à traiter des sujets qu'a fait votre concurrent. Mais encore une fois, faites-le différemment. Ouais, bah c'est très très bien décrit. C'est la question de l'angle que vous allez prendre en fait. C'est quoi votre patte ? Moi j'aime bien toujours dire c'est quoi ton truc ? C'est quoi ton truc à toi qui fait que sur ce sujet-là, ta vidéo sera plus intéressante que celle des autres, ou en tout cas sera différemment intéressante que celle des autres. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance au début à se dire bon, alors dans ma thématique, je vais commencer par aborder les sujets de base. Ça peut être une bonne idée, hein, mais faut pas trop s'enfermer là-dedans non plus. Et donc à se dire, je vais regarder les vidéos des autres, je vais reprendre les mêmes points et je vais les présenter juste avec ma voix. Et souvent, ça, c'est pas suffisant. Il faut essayer d'avoir un angle un petit peu différent et se dire, OK, les autres ont dit ça, mais moi, je pense qu'il y a ça aussi qui est intéressant. Et puis, il y a ce petit point-là sur lequel les autres n'ont pas appuyé et qui, moi, je pense est crucial. Et du coup, vous allez apporter un truc nouveau sur un sujet qui existe déjà et qui a déjà intéressé du monde. Ça, je peux t'en parler, en tout cas dans le milieu de la photographie. Il y a énormément de chaînes YouTube sur la photo. La plupart des chaînes YouTube sur la photo ont fait des sujets sur les mêmes choses, le triangle d'exposition, les paramètres, etc. Et à chaque fois, il y a des choses un petit peu nouvelles, effectivement. Et quand il y a des choses un petit peu nouvelles, on voit que la vidéo est un peu plus mise en avant. Et ce qui est intéressant, je trouve, de constater, c'est que même des gens qui sont dans mon audience, par exemple, depuis 10 ans, qui ont déjà vu 5 ou 10 vidéos sur ces sujets-là, ils continuent d'aller voir des nouvelles vidéos sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets où ils ont besoin de se challenger régulièrement, et du coup d'avoir des points de vue nouveaux sur les mêmes sujets cruciaux, quoi. Donc il n'y a jamais trop de vidéos sur ces sujets-là, en fait. Non, mais il y a aussi une histoire d'historique, dans le sens où un sujet qui a été traité il y a 2-3 ans, vous pouvez le refaire maintenant. Si la vidéo est bonne, bah, YouTube va peut-être la mettre plus en avant que celle d'il y a 2 ans. Voilà. Moi, je vois beaucoup de chaînes YouTube, alors notamment, on va parler un petit peu de quelque chose d'autre, des chaînes YouTube qui parlent de YouTube, qui vous aident à percer sur YouTube. Et ben, franchement, vous regardez toutes les vidéos de ces chaînes et vous verrez qu'elles tournent autour des mêmes sujets tous les ans. Elles refont le sujet sur la miniature, elles refont les conseils pour tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube en 2019, en 2020, en 2022, d'ici quelques mois ce sera en 2023. Voilà, elles tournent autour, elles le font juste peut-être d'une manière différente, avec une autre miniature, un autre titre, mais finalement les conseils sont toujours les mêmes. Pourquoi ? Parce que quand ces chaînes-là ont de nouveaux abonnés, bah, les nouveaux abonnés ne vont peut-être pas aller voir toutes les anciennes vidéos. Et c'est pour ça que c'est intéressant de refaire des fois exactement la même vidéo, le même sujet. Donc, oui, et puis gardez ça en tête que cette vidéo à laquelle vous allez vous comparer d'un autre youtubeur, d'une autre entreprise qui a sorti une vidéo il y a 5 ans sur ce sujet-là, cette vidéo a peut-être beaucoup de vues, mais en fait, en réalité, c'est peut-être des vues qui ont toutes eu lieu entre il y a 5 et 4 ans et qu'aujourd'hui, elle n'est plus jamais mise en avant nulle part. Et donc, toutes les nouvelles personnes qui s'intéressent à cette thématique ne la voient pas, en fait, cette ancienne vidéo. Et ces nouvelles personnes, elles attendent que vous sortiez la vôtre sur ce sujet-là pour sauter dessus. Donc, voilà. Et en plus, comme tu disais, il y a le côté mise à jour dans votre thématique. Je suis sûr que les choses évoluent en permanence, comme sur la plateforme YouTube où tout évolue en permanence. Donc, faire une version 2022 ou 2023, il y a forcément des nouvelles choses à apporter, un nouvel angle à prendre. Voilà, c'est toujours intéressant. Non, pour moi, la question est-il trop tard de se lancer sur YouTube ? C'est ce que j'appelle des fausses excuses. C'est les mêmes personnes qui vont te dire oui, j'ai pas la bonne caméra, j'ai pas la bonne lumière, j'ai pas les néons derrière moi, je suis pas prêt de me lancer sur YouTube. Je pense honnêtement que c'est vraiment une question psychologique. C'est qu'ils ont peur, c'est peut-être qu'ils ont pas confiance et ils ont pas les bons conseils pour se lancer, mais je pense honnêtement que
même dans 2-3 ans, ce sera toujours le bon moment de créer un autre canal de communication, de créer un autre canal d'acquisition. En fait, si on le voit comme ça, comment dire, c'est pas trop tard pour se lancer sur Facebook, c'est pas trop tard pour se lancer sur LinkedIn, c'est toujours pas trop tard pour se lancer sur TikTok. Et chaque année, on va avoir des créateurs qui vont naître, d'autres qui vont disparaître. Il y a toujours une place à prendre. En fait, votre place, personne ne l'a prise. On attend que vous. Alors, c'est très joli de dire comme ça, parce que personne vous attend, mais voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez prendre de la place sur YouTube, faites-le, lancez-vous. Voilà. Pour moi, cette question, c'est comme ça que je vois. J'ai interviewé pas mal de créateurs YouTube, de créateurs de contenu, et systématiquement, quand je leur pose la question qu'est-ce que vous auriez voulu faire autrement, ils me disent systématiquement j'aurais voulu démarrer plus tôt. Oui. Tous, ils disent tout ça. Et c'est flagrant. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas tant que ça sur d'autres réseaux sociaux. Mais sur YouTube, ils ont tous cette espèce de... Je me souviens qu'au début, j'ai hésité pendant 6 mois, j'ai hésité pendant 1 an, parce que j'avais peur de pas être... j'avais peur d'être ridicule, de pas avoir la bonne caméra ou je sais pas quoi. Et ils disent tous, si j'avais commencé au moment où j'y ai pensé, si j'avais commencé au moment où j'ai commencé à envisager de le faire, j'aurais déjà tellement plus d'expérience, c'est ça. et tellement plus de construire une plus belle communauté, etc. Parce qu'il y a cette espèce d'élan sur YouTube qui fait que oui, au début, les choses se développent lentement, mais plus vous passez du temps dessus, plus vous allez vous améliorer, et plus vous allez créer cette connexion avec votre audience. C'est pour ça qu'on est sur YouTube, c'est pour créer une connexion avec sa communauté, ce qu'on a du mal à faire sur d'autres plateformes. Et ça prend un petit peu de temps à construire. Donc plus on le démarre tôt, plus on peut faire vivre des belles choses après, quoi. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. YouTube, c'est exponentiel. Alors, à part certains qui arrivent, qui explosent, mais la plupart du temps, pour la plupart des personnes, ça démarre doucement parce qu'il faut un temps d'apprentissage. C'est pas inné, moi je dis souvent aux personnes, c'est pas inné de parler tout seul devant une caméra, tout seul devant un objectif. Moi, et ça n'était pas pour toi ni pour moi. Ah non. Et ça, enfin, j'ai des exemples. Moi, j'ai accompagné des entrepreneurs. Tu sais, l'entrepreneur avec une tchatch. C'est la personne, tu la mets devant un public de 100 personnes, elle est à l'aise, tout va bien, que ce soit la diction, la gestuelle, elle peut parler pendant 2 heures d'affilée sans s'arrêter, tout le monde applaudit. Tu mets cette même personne devant une caméra, c'est plus la même personne. Parce que il y a plus ce retour. Voilà. Quelqu'un qui est à l'aise en public, quoi qu'il arrive, il a besoin d'avoir le retour, de voir les expressions du public. C'est comme ça qu'il se sent à l'aise. Parce que il voit tout de suite le résultat de ce qu'il est en train de faire. Alors que quand il est devant une caméra, il est devant un objectif là qui est tout petit comme ça, et il n'y a pas de retour. Il ne peut que imaginer ce qui va se passer quand les gens vont regarder la vidéo, peut-être dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. C'est super compliqué. Donc il y a cette courbe d'apprentissage donc de nous-mêmes, de notre façon de parler, de notre gestuelle, de notre diction. Il y a la courbe d'apprentissage de YouTube, c'est-à-dire comprendre comment ça fonctionne YouTube. Et dans ces cas-là, la seule chose à faire, c'est de nous écouter toutes les semaines déjà. Et voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Par contre, une fois que ça commence à démarrer, ça démarre assez vite YouTube, dans le sens où ça monte d'un coup, parce que ça y est, on a débloqué certaines clés du succès, peu importe après comment on le mesure. Mais voilà, YouTube, c'est pas instantané. Donc effectivement, plus on commence tôt, mieux c'est. Mais de toute façon, pour moi, YouTube n'est pas prêt de mourir. Donc que vous commenciez maintenant, que vous commenciez dans 1 an, il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Je saute sur l'occasion parce que tu parles de personnes que je définirais comme extraverties. Et on a souvent tendance à se dire si jamais je veux me mettre face à la caméra, il faut que je sois extraverti, il faut que je sois à l'aise à l'oral, etc. Et moi, je dis toujours que c'est en général l'inverse. Pour moi, YouTube, c'est même le paradis des introvertis. C'est-à-dire qu'on voit souvent des gens très introvertis dans la vie de tous les jours marcher très très bien sur YouTube, parce qu'en réalité, souvent ils ont une pensée plus structurée, ils sont justement moins intimidés parce qu'on parle juste là je parle d'un objectif, un objectif de caméra, et pas à plein de gens devant. Il n'y a pas ce côté où les extravertis, eux, ont besoin ça leur recharge les batteries d'avoir du monde en face. Les introvertis, ça leur bouffe de l'énergie, au contraire. Et moi, je constate, voilà, beaucoup d'introvertis qui se débrouillent très très bien sur YouTube. Donc ça aussi, dans votre boîte, quand vous allez choisir la personne qui va parler devant la caméra, partez pas forcément dans la direction logique de cette personne, elle est à l'aise en groupe, etc. Essayez de voir un peu qui a une pensée structurée, qui est vraiment passionné par son travail, parce que c'est ça qui va ressortir plus encore que le côté cette personne est super sympa.
Non, je suis d'accord. Il y a plein d'exemples, hein, comme tu dis, de personnes un peu ce qu'on peut rappeler timides qui fonctionnent. Effectivement, le fait de parler à un objectif, ça peut être un avantage pour certains, ça peut être un inconvénient pour d'autres. Par contre, et là je rebondis encore une fois sur ce que tu dis, prenez quelqu'un de passionné. En fait, voilà, quand on est sur YouTube, ce qu'on aime voir, c'est des gens passionnés par ce qu'ils font, peu importe leur domaine. Moi, je sais que j'ai des errances sur YouTube, hein, des fois, donc je me laisse porter par YouTube et je découvre des chaînes dont le domaine ne m'intéresse pas du tout, mais il suffit juste que je tombe sur la personne, que je l'écoute 2-3 minutes et la magie s'opère en fait. Moi, c'est souvent ce que j'appelle la magie YouTube, quoi. C'est-à-dire qu'on va découvrir une vraie personnalité, le son de sa voix, sa gestuelle, et on va se laisser porter par ce qu'elle raconte. On va trouver ça passionnant, ce qu'elle raconte, alors que c'est peut-être pas du tout un sujet auquel on aurait pensé au départ. Mais voilà, c'est le pouvoir de l'image. Donc voilà, le choix de la personne, ça pourrait être intéressant ça, d'en reparler plus tard. Le choix de la personne qui va définir un petit peu, voilà, votre marque, votre entreprise, celle qu'on va mettre en avant. Je pense que c'est crucial. Je pense que c'est vraiment crucial. Alors pour moi, il y a encore deux petites questions à traiter sur est-ce qu'il est trop tard pour démarrer sur YouTube. Il y a la question de est-ce que la plateforme en elle-même, elle est encore en croissance ou est-ce qu'elle n'est pas en déclin avec TikTok qui monte, etc. Donc ça, c'est une question à se poser parce que c'est un investissement quand même de se lancer sur YouTube en termes en temps, plus en temps encore qu'en argent. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire cet investissement alors qu'il y a TikTok qui décolle, etc. Donc ça, c'est une première question. Et l'autre question, je vais y réfléchir pendant que tu réponds à celle-là, parce que je me souviens plus. Alors, par rapport à la nouvelle concurrence, TikTok, effectivement, on a deux plateformes, TikTok et YouTube, qui sont basées sur le même format, qui est donc la vidéo. Par contre, on n'a pas les mêmes formats, on est sur du format vertical pour TikTok, et YouTube, on est sur du format 16/9. Il y a aussi deux choses qui les caractérisent. Pour moi, c'est la durée du format. Sur TikTok, on va être sur du format court, généralement 1 minute, même s'ils ont essayé les 10 minutes, mais ça, j'y crois pas du tout. Alors que sur YouTube, on va être sur des formats plus longs. Est-ce que YouTube est toujours en croissance? Je crois qu'aux dernières nouvelles, oui, si je dis pas de bêtises. Est-ce que TikTok concurrence YouTube? Oui, forcément. Mais on va dire que la plupart des réseaux sociaux se concurrencent eux-mêmes. Netflix concurrence est le concurrent aussi de YouTube, et les jeux vidéo sont aussi le concurrent de YouTube et de TikTok. Pour moi, par contre, sur le long terme, je trouve que YouTube aura toujours une avance parce qu'on n'est pas obligé sur YouTube d'y être tous les jours. Pour moi, TikTok, c'est un peu comme LinkedIn, c'est un petit peu comme Instagram, c'est un petit peu comme tous les réseaux sociaux qui demandent d'être actifs tous les jours et qui, sur la longue, peuvent être fatigants. TikTok, ce qui fonctionne le mieux, c'est ceux qui font presque 1 ou 2 TikTok par jour. Parce que ils balancent du contenu comme ça, les gens regardent, ils deviennent ce qu'on appelle top of the mind, donc on ne pense qu'à eux. Par contre, le jour où ils s'arrêtent pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois, parce qu'ils ont des obligations, parce qu'ils veulent prendre des vacances, parce que peu importe, bah, il y a un autre créateur qui va passer dessus, et on va les oublier petit à petit. Donc en fait, c'est vraiment du long terme et un sprint de tous les jours TikTok. Pour moi, c'est une course en avant TikTok. Alors que YouTube, avec une bonne stratégie, avec de bonnes vidéos, on n'est pas obligé de poster toutes les semaines. On l'entend souvent, hein, je pense que tu es le premier aussi à entendre ce conseil, il faut poster toutes les semaines sur YouTube. Voilà, on a plein d'exemples de chaînes qui font une vidéo par mois et qui fonctionnent très bien. Et c'est surtout que ces vidéos-là, dans 1, 2, 3, 4 ans, peuvent être toujours vues, peuvent, pour des entreprises, toujours vous amener des clients, du lead. Donc, voilà, pour moi, c'est pas 2 concurrents côte à côte, c'est plutôt 2 stratégies différentes qui sont un bon combo, je trouve, par contre. Ouais. Les deux ensemble, je trouve que c'est très bien parce que on va avoir la petite vidéo quotidienne sur TikTok et la vidéo un peu plus travaillée sur YouTube. Donc, pour moi, encore une fois, YouTube n'est pas prêt de mourir. En tout cas, c'est mon avis. Hein. J'ai hâte d'avoir le tien. Non, mais je suis plutôt d'accord, on le voit bien. Déjà, c'est très difficile pour une plateforme de changer ses usages. Donc TikTok aujourd'hui, c'est un usage de je m'ennuie, j'ai 10 minutes à tuer, je vais sur TikTok, je vais regarder des petits trucs pour me divertir. YouTube, c'est pas cet usage-là. Une durée moyenne de session de visionnage sur YouTube, c'est 1 heure.
Donc en général, on se pose sur YouTube à un moment clé de sa journée. Il y a des gens qui y vont le soir au lieu de regarder la télé. Il y a des gens qui vont mettre ça sur la pause du midi pendant qu'ils mangent. Mais on se cale un temps pour YouTube en général dans sa journée. C'est comme ça qu'on le consomme. C'est comme ça que 2 milliards de personnes le consomment sur la Terre aujourd'hui. Donc oui, la croissance exponentielle de YouTube, elle s'est un peu terminée aujourd'hui. C'est plus, il y a quelques années, c'était une start-up, ça a explosé tous les mois. Aujourd'hui, ils sont arrivés un petit peu à leur palier, mais il n'empêche qu'il y a constamment besoin de contenu frais sur la plateforme. Il y a constamment besoin de découvrir des nouveaux créateurs. Donc il y a constamment de la place à se faire. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est une première chose. Et après, effectivement, en termes de connexion avec son audience, c'est très difficile de connecter avec quelqu'un qui va faire du divertissement. C'est beaucoup plus facile de connecter avec quelqu'un qui va nous apprendre des choses, qui va nous inspirer, qui va nous pousser à nous bouger, à passer à l'action. Et ça, on peut le faire sur YouTube. C'est très, très dur de le faire sur TikTok. Observez votre propre comportement. Vous voyez déjà des fois des TikTok qui sont basés sur de l'information. Est-ce que une demi-heure après, vous avez retenu l'info ou pas? La plupart du temps, non. Est-ce qu'une demi-heure après, vous avez fait une action? La plupart du temps, non. On est vraiment sur du pur divertissement. Là où YouTube, généralement, aide beaucoup plus quand même les gens à passer à l'action. Et ça, on le retient. Et c'est ça qui crée vraiment une connexion particulière avec les gens. Donc, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que YouTube, ça va pas partir. Ça va peut-être, à un moment, diminuer un peu, parce que la partie peut-être divertissement, qui est aujourd'hui très présente sur YouTube, va peut-être se rétrécir un petit peu, mais la partie éducative va peut-être s'agrandir encore plus, au détriment d'autres endroits où on s'informe et on s'éduque aujourd'hui. Donc non, moi j'ai pas de crainte de ce côté-là. Non, pas de crainte particulière. Et alors, dernière chose, je pense que TikTok est bon pour YouTube. Moi j'aime dire que la concurrence permet aux créateurs d'aller plus loin. Et alors notamment, je pense aux gros youtubeurs français, par exemple Squeezie, qui, parce que TikTok est là et parce que TikTok, comme tu l'as dit, le concurrence au niveau du divertissement, se doit de sortir des concepts de vidéos qui sont de plus en plus gros. Voilà. Et c'est ce qui va vraiment avoir la différence au niveau du divertissement, c'est qu'on va avoir des petits concepts courts qui sont marrants, comme tu dis, qu'on regarde à la pause, et on va avoir des youtubeurs, les gros youtubeurs, qui vont devoir vraiment faire des concepts énormes pour garder leur suprématie, en fait. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Quand on voit déjà ce que font les Américains, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le YouTube français. Et on voit que YouTube aussi en tant que plateforme évolue grâce à TikTok. Oui. Aujourd'hui, YouTube, qui était réputé pour ses algorithmes de recommandation, et s'est fait dépasser très très rapidement par les algos de TikTok, qui eux justement, comme c'est des contenus courts, en 1 heure de visionnage, vous avez regardé, je sais pas, 200 contenus, et donc TikTok a beaucoup plus d'informations que sur YouTube. Oui. Et donc du coup, YouTube a commencé à proposer des systèmes pour améliorer ça. YouTube commence à pousser, on voit que YouTube pousse des toutes petites chaînes, des toutes petites vidéos, sans aucune raison, juste pour voir est-ce qu'il n'y a pas une audience qu'on n'a pas trouvée. Et voilà, YouTube met en place des choses en réponse à TikTok, et c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour la plateforme, c'est bien pour les créateurs, c'est bien pour vous, notamment les petites chaînes qui se lancent. Donc c'est cool. Je suis plutôt d'accord avec toi, la concurrence a du bon. Ok. Et tu avais alors une dernière question. Est-ce qu'elle est revenue, ta question? On a 5 minutes. Je pense qu'elle était relativement standard. En fait, en réalité, c'était plutôt, est-ce que par rapport à votre concurrence, il est trop tard de se lancer sur YouTube? C'est-à-dire, si vous avez déjà 2-3 concurrents qui se sont lancés, est-ce que vous dites pas, j'arrive après la bataille, tant pis, j'abandonne ce terrain de jeu-là? Alors, moi, mon avis, c'est que non, il est jamais trop tard, parce que déjà, vous pouvez les rattraper. En général, la plupart des entreprises sont globalement nulles sur YouTube. Donc, c'est pas parce qu'ils sont là depuis 3 ans qu'il n'y a pas de la place à prendre, au contraire. Comment ça balance? Et s'ils sont pas déjà présents, prenez la place. Pour le coup, prenez la place. Et si vous êtes bon en plus, là, vous mettrez une vraie barrière à l'entrée pour les autres. Ah oui, on l'a toujours dit, si vous êtes le premier et le meilleur, que du succès pour vous. Les rois du solaire. Non, mais d'accord. Alors, c'est vrai que cette question était assez simple, mais essentielle, encore une fois. Même si vous avez des concurrents, lancez-vous. Et si vous n'avez pas de concurrents, lancez-vous. Prenez le large. Parce qu'il y a de grandes chances qu'ils soient dans le même mood que vous. C'est-à-dire qu'ils se posent encore la question. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Allez. Lancez-vous. Franchement, je connais pas beaucoup de personnes qui ont regretté de se lancer. Non, et ça, c'est un truc, je trouve, qu'on voit beaucoup dans l'entrepreneuriat, quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des idées qui flottent dans l'air, et vous n'êtes pas les seuls à les choper en même temps. Si vous êtes dans votre thématique et vous vous dites,
cette année, ce serait quand même cool qu'on se lance sur YouTube. Probablement que les 12 boîtes autour de vous qui font un petit peu la même chose, elles se posent les mêmes questions. Donc, c'est à ceux qui vont se décider le plus vite, en réalité. Et ouais, c'est rigolo. C'est ça. Et la plupart des grands entrepreneurs, ils se sont lancés, en fait. Ils n'ont pas attendu. Trop réfléchir, souvent, ça amène à l'inaction. Hein. Moi, je le vois beaucoup autour de moi. J'ai été le premier à faire ça, hein, à trop réfléchir. Et plus on réfléchit, plus on se met de barrières. Et final, on lance jamais de projet. Et on va avoir le concurrent qui va se lancer le projet. Et autour de nous, on va dire, ouais, ben moi, j'avais eu l'idée. Ouais, mais bon, tu l'as pas fait, quoi. Ça sert à rien. Faites-le à l'américaine. Vous faites le truc et après, vous verrez, vous analyserez si c'était bien ou si c'était pas bien. Le faites pas à la française en vous disant on va tout préparer, faire un plan, être sûr que tout est parfait avant de lancer la première vidéo YouTube. Lancez, faites des trucs. Dans le pire des cas, vous pourrez les mettre en non répertorié plus tard. Vous prenez 0 risque. Au pire, vous allez apprendre des choses et créer une communauté. Franchement, moi, j'ai toujours dit fait est mieux que parfait. Donc, et c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai arrêté de réfléchir et aujourd'hui, quand j'ai une idée, je la fais. Le podcast, c'est ça un peu. Hein. On a eu cette idée, et au bout d'un moment, c'est libre et on arrête de réfléchir et on le fait. Et on verra plus tard si ça fonctionne. C'est un très bon exemple, le podcast, parce que vous voyez, on les écrit quasiment pas, les épisodes. On a 2-3 bullet points à chaque fois. On se choisit un sujet qui nous paraît intéressant, puis hop, on enregistre. Et je sais pas, vous allez nous dire, vous, mais est-ce que ça vous semble intéressant sur le post LinkedIn qui va être associé à ce podcast? Merci. La transition malade. Où est-ce qu'ils peuvent nous dire s'ils ont aimé l'épisode, s'ils aiment notre podcast pas préparé? Voilà, où est-ce qu'ils peuvent nous retrouver? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous soutenir? Sur LinkedIn, à chaque fois qu'on poste un épisode, alors l'épisode il est posté sur toutes les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube VidéoBiz, et on met forcément un post LinkedIn, et comme nous on interagit beaucoup sur LinkedIn avec nos clients, on vous donne rendez-vous là-bas, sous le post, vous allez nous mettre en commentaire, pour savoir, dites-nous simplement, est-ce que vous pensez que le fait, notre impréparation sur ce podcast, est-ce que vous pensez vraiment que c'est mauvais et que ça fait des mauvais épisodes, ou est-ce qu'au contraire vous dites non, en fait ça passe bien et ça peut même avoir un côté sympathique parce que parfois on se plante un petit peu, et ça fait partie aussi du contenu sur YouTube de pas être parfait, justement. Et voilà. Parfait Sylvain. Merci à tous et encore une fois un grand merci à toi, Sylvain. Merci à toi, puis à la semaine prochaine. Allez, ciao.